Je suis Daniel Emilio Mendoza, avocat et criminologue colombien, expert en droits humains et en liberté d'expression. Le journaliste Gonzalo Guillén cherchait un avocat pour se défendre contre une accusation de diffamation. Les tweets du journaliste étaient catégoriques. Matarife, boucher, assassin, mafieux, paramilitaire. Le cas de Gonzalo Guillén n'était pas isolé. L'innommable était traité de paramilitaire sur les réseaux sociaux. Sa réponse a été de déclencher une persécution judiciaire contre des activistes, des journalistes, des personnalités influentes et contre toute personne qui oserait le critiquer. Uribe es un mafioso, es un narcotraficante, un asesino conocidísimo. Como Kiko Gómez llevaba cocaína a través de rutas de Venezuela con la bendición de Uribe. Y allí con una lista de mano entraron a las casas y asesinaron a la gente que encontraron. No vuelva más nunca por aquí porque nosotros hemos sufrido mucho desde ese día. Notre stratégie de défense fut très simple. Nous avons demandé à Gonzalo d'écrire un article expliquant à l'aide de faits documentés, de vidéos et de sources, pourquoi il affirmait tout cela, même si aucune décision de justice ne l'avait encore condamné. Le procès, nous l'avons gagné. Dès lors, mon client et moi, et tous les Colombiens, étions autorisés à traiter cet homme de Matarife, de paramilitaire, d'assassin, de corrompu et de narcotrafiquant. Lui, l'ex-gouverneur d'Antioquia, le président 2 fois élu, le sénateur Álvaro Uribe Vélez. El Nogal est un club social de la nouvelle élite rurale et entrepreneuriale. Il a surgi dans les années 80 et 90 avec la quantité de dollars que les cartels ont fait pleuvoir sur la Colombie. Certains membres de cette élite décadente assurent qu'en ce lieu se planifiaient des massacres et s'organisaient des cocktails pour lever des fonds destinés aux paramilitaires des AUC, les Autodéfenses Unies de Colombie. La consigne était alors de nettoyer à coups de tronçonneuse tout ce qui avait le parfum du socialisme. Plusieurs dirigeants du Nogal, chapeautés alors par Fernando Londoño Hoyos, un ministre du gouvernement d'Uribe, étaient des collaborateurs de l'innommable. Uribe a placé le chef de sa garde rapprochée, le colonel Juan María Rueda, au poste de responsable de la sécurité de ce club, berceau de la nouvelle jet-set corrompue dans la capitale colombienne. Dans la prison La Picota, il y a un bâtiment appelé El Nogalito, où sont détenus les parapolitiques et la caste des condamnés pour corruption d'État les plus importants du pays. On y trouve des parapolitiques, des personnes impliquées dans les scandales du carrousel, de la contratación, d'Argo Ingreso Seguro, de la Yidis Politica, du cartel de la toga, ceux de l'affaire Odebrecht, de la fraude au système de santé, ainsi que plusieurs blanchisseurs de dollars et la plupart des bandits en col blanc associés à la corruption, aux paramilitaires et au narcotrafic. Il l'appelle El Nogalito parce que ceux qui ont rendu visite aux détenus assurent que c'est une sorte de succursale du club. Dans cette prison, plusieurs membres et invités réguliers du club El Nogal faisaient du sport dans un gymnase à leur disposition avant de commencer leur journée et en buvant leur premier cocktail du matin comme s'ils n'étaient jamais sortis du club. Au Nogal, et pas au Nogalito, plusieurs témoins confirment avoir vu Salvatore Mancuso, le célèbre génocidaire et commandant paramilitaire. Como lo reclaman millones de colombianos honestos y de buena voluntad, amantes de la libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de su seguridad en nosotros.
que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Alors qu'il était visé par plusieurs mandats d'arrêt pour massacre et narcotrafic, et qu'il finissait son café du matin dans ce club social situé dans l'avenue Septima, la plus importante du pays. C'est là que notre histoire commence. Klaus Rokschin est un juriste allemand qui a révolutionné la science du droit criminel dans les années 60. Dans la théorie classique, pour qu'un criminel soit condamné, il doit avoir un lien direct avec le crime. C'est-à-dire que si un homme assassine son épouse pour de l'argent ou par vengeance, il se rend coupable de féminicide. De même, s'il planifie l'assassinat, s'il embauche un assassin, ou s'il maintient son épouse pendant qu'une autre personne la tue. Néanmoins, dans les mafias et dans les gouvernements criminels, si semblables entre eux, il existe une structure complexe pour que le crime soit commis et matérialisé d'une autre façon. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Peut-il y avoir des cas où un coupable n'ordonne pas directement un crime, ne le planifie pas, n'aide pas à son exécution? Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Peut-être même qu'il ne saura pas que le crime a été commis, mais qu'il serait pourtant celui qui a la plus haute responsabilité, puisque c'est lui qui maîtrise les faits à tel point que tous ceux qui sont impliqués dans l'exécution du crime auraient pu être remplacés. Tous. À l'exception précisément de cette personne-là. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor y ante estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Grâce à Rokschin et à sa doctrine juridique des appareils de pouvoir organisés, plusieurs génocidaires à travers le monde ont été jugés et condamnés pour crimes contre l'humanité. La majorité d'entre eux, comme dans l'Allemagne nazie et dans la dictature militaire argentine, n'ont pas été commandités par leurs subalternes. Ils n'ont pas non plus été chargés d'infliger eux-mêmes les tortures ou d'appuyer sur les gâchettes. Mais ils étaient les membres des conseils d'administration et les principaux actionnaires des entreprises d'extermination qu'ils ont mis en marche. Cette théorie permet de saisir la peine méritée par le principal protagoniste de notre histoire, qui doit être condamné pour les milliers de morts causées par la corporation criminelle fondée en association avec le cartel de Medellín,
le paramilitarisme et les grands propriétaires terriens colombiens. ¿Siente seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir? Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la coopération de la ciudadanía. Cet homme a élaboré son organisation à l'intérieur du cadre étatique qui, jusqu'à aujourd'hui, continue de fonctionner. Et il lui a dicté des politiques d'extermination qui sont responsables de la mort de millions de civils innocents. Une organisation avec des pouvoirs. Structurée hiérarchiquement dès l'origine, et dans laquelle tous ses membres auraient pu être remplacés par d'autres, depuis les tueurs à gages qui assassinaient les politiciens de gauche. Yo oí rumores de que van a... Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho y entonces eso no le gusta a la gente. Les journalistes et les syndicalistes, jusqu'au colonel de l'armée. Jaime había recibido amenazas, me dijo que las autodefensas. Et des commandants paramilitaires qui planifiaient et commettaient les massacres. Es el resultado de una cultura de la violencia. Al señor comandante general de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¡Atención, presenten! ¡Arre! Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira. La seule personne essentielle dans tout l'organigramme, le seul qui depuis toujours a eu le contrôle des faits entre ses mains, l'homme qui derrière son bureau a orienté les comportements génocidaires des agents étatiques en lien avec des tueurs à gages, des paramilitaires et des narcotrafiquants, est l'actuel sénateur et ancien président Álvaro Uribe Vélez. Lui, le Matarife, le génocidaire innommable, aurait pu tout éviter. Mais comment aurait-il pu l'éviter si c'est lui qui l'a créé? Pour cette raison, c'est comme si le gouverneur de petite taille, avec des lunettes et un visage de sacristain, était entré chez les gens et avait désigné depuis son cheval les paysans, comme s'il avait mis en marche les tronçonneuses et les avait dirigés sur les corps. Escuché un poco disparo y muertos como para la vía de la carretera del Chalabo. ¿Cómo cuántos muertos vio? Habían que como 20 y pico. Ayer, no sé hoy cuánto habrán, porque hoy habían también otros descargues para esos lados y nosotros salimos a la ligera. Comme s'il avait attaché à un arbre un père et son fils. Comme s'il était retourné sur ses pas avec le fusil à la main, comme s'il avait entendu le cri de douleur du paysan sans chemise, en regardant comment le premier coup de feu explose le ventre de son fils. Il est l'orage de mort qui ne cesse de frapper notre pays. L'excès de pouvoir et d'argent peut générer des pathologies chez de nombreuses personnes. Dans la Colombie des années 80, après le flux de dollars entré dans le pays, c'est la société tout entière qui a fini par devenir sociopathe et perverse. Les devises de la mafia ont inondé la Colombie comme une espèce de drogue consommée par tous. Les hommes d'affaires et les commerçants qui ont caché et blanchi l'argent des cartels, les banques qui l'ont collecté et redistribué, et jusqu'aux plus belles femmes devenues de coûteux objets de consommation. Pablo Escobar le dice a usted que Álvaro Uribe en un momento trabajó para él. Les consiguió las licencias a todos los narcos para las pistas de aterrizaje, los aviones y los helicópteros. Suficiente. No solamente a Pablo, a todos ellos. Suite à l'essor économique des narcos,
un groupe de propriétaires terriens et d'hommes d'affaires provinciaux se sont installés à Bogota. La capitale du pays les a accueillis à bras ouverts, donnant ainsi naissance à une nouvelle élite violente et inhumaine. Certains d'entre eux, dirigés par l'ancien ministre de l'Intérieur d'Álvaro Uribe, Fernando Londoño, ont fondé le Club El Nogal, rapidement devenu un lieu alternatif de prise de décision politique dans le pays. Ce club social a été à l'origine d'une vague de corruption d'État, de violences politiques et d'opérations menées par les paramilitaires. Un lieu de rassemblement d'idéologues néo-nazis et de fanatiques religieux d'extrême droite. El doctor Alejandro Ordóñez Maldonado efectuó nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección. El Movimiento de Restauración Nacional fue fundado por los paramilitares de Puerto Boyacá en los años 80, pero se refundó en Bogotá hace 2 años y sus simpatizantes le rindieron homenaje al procurador Ordóñez. La tercera fuerza se autodefine como soldados políticos que reivindican la ideología nazi en Colombia. Con el lema Dios y Patria, profesan un profundo respeto por la religión y por las Fuerzas Armadas, idearios que comparten con el Movimiento de Restauración Nacional. Ambos sectores se reconocen ahora como defensores del procurador Alejandro Ordóñez. Jóvenes de Restauración Nacional, que estamos hablando de mi color en platos de los felicito, ustedes son muy valerosos. Et c'est surtout le lieu préféré des milieux d'affaires pour mener à bien leurs activités de blanchiment de capitaux des cartels colombiens de la drogue. Le Club El Nogal est devenu le fief d'un gouvernement et d'une société qui a contracté la pire des maladies dont souffre la Colombie, la sociopathie institutionnelle. Certains des ministres en poste durant le mandat d'Álvaro Uribe Vélez ont même habité l'hôtel du club pendant un certain temps. Plusieurs de ses membres affirment que le ministre de la Défense, Marta Lucía Ramírez, disposait d'une permanence et y tenait des réunions avec des commandants paramilitaires. Il est de notoriété publique que les hommes politiques et les hommes d'affaires condamnés pour corruption et blanchiment d'argent y négociaient des pots de vin avec des fonctionnaires d'État et y concevaient des méthodes sophistiquées de blanchiment d'argent. Ha quedado descartada la hipótesis de que podría haber sido una explosión accidental de las calderas. Dicen que un carro bomba, no sabemos. ¿Tú cómo saliste herido? ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Tú viste? ¿Qué viste? ¿Lo que viste tú? No, yo fui un totazo y todo empezó a desplomarse de una. No sé nada más. ¿Pero no viste heridos? ¿No viste muertos? Claro. Estas imágenes estremecieron a Colombia en 2003 tras el atentado con carrobomba perpetrado por las FARC en el Club El Nogal, el cual el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano como responsable por omisión. Los magistrados encontraron que en el Club El Nogal se realizaban reuniones institucionales de forma continua entre la ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, el ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño. Se logró establecer en el curso del proceso que el Ministerio del Interior adelantaba en las instalaciones del Club El Nogal repetidas reuniones y actividades institucionales. Se conoció también que la ministra de Defensa pernoctaba frecuentemente en El Nogal, en las instalaciones de hotel que tiene el club. Allí dormía Mancuso, entonces, ¿podría ser? Pero también dormía Marta Lucía Ramírez hasta el día anterior de la bomba, ministra de Defensa. Entonces, ahí hay una serie de películas o de historias que nos tienen que aclarar. Son fondateur, Fernando Londoño, a ensuite été destitué et révoqué par le bureau du procureur général en raison d'obscures actions de corruption et de fraude menées durant l'exercice de son mandat. A juicio de la sala, el doctor Londoño incurrió en la falta al no declararse impedido para interceder ante las autoridades colombianas
en favor de un consorcio responsable de la ejecución de una obra en la vía Bogotá-Villavicencio, a pesar de que había sido su apoderado. Salvatore Mancuso lui-même, le génocidaire et narcotrafiquant actuellement détenu aux États-Unis, celui qui a avoué plus de 300 meurtres, entré en camion blindé par l'entrée de service, réservé d'habitude aux camions de marchandises. El vicepresidente de la República nos propuso la creación del bloque capital. La gran mayoría de información que nosotros recibíamos para realizar las operaciones militares provenían de las fuerzas militares. A nosotros nos daban los listados, nos entregaban los álbumes fotográficos de los objetivos militares declarados por ejército, por policía, por DAS o la misma fiscalía, que nos entregaban la información de quienes ellos consideraban que eran subversión. Quiero preguntarle que si tuvo incidencia en las elecciones presidenciales, si tuvo incidencia en las elecciones presidenciales. Par la suite, dans le club du ministre Londoño, de la ministre Ramírez et du président Uribe, les caméras de surveillance s'éteignaient pour lui permettre de se promener librement dans les locaux. Ce meurtrier de milliers de personnes, avec plusieurs mandats d'arrêts internationaux contre lui, marchait dans les couloirs, buvait son verre de vin dans la piscine, et plusieurs personnes assurent même l'avoir vu en sueur dans la vapeur du hammam. octubre 1997, en el corregimiento del Aro, masacraron a mucha gente. Allí llegó un grupo subversivo, destrozando un terruño inocente. Un sociopathe, bien qu'il soit pleinement conscient qu'il fait du mal, estime qu'il a tout à fait le droit de le faire, sans remords. Sa personnalité mégalomane et narcissique lui fait croire qu'il est un être muni d'un pouvoir supraterrestre, ce qui lui permet d'enfreindre la loi quand il s'agit d'atteindre ses objectifs et son autosatisfaction. Son mal se déchaîne lorsque s'effondre le filtre psychologique qui retient ses actions. Ce mur psychologique peut être détruit par des expériences quotidiennes qui deviennent des symboles. País debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas. Y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Las autoridades colombianas y de los Estados Unidos no solo encontraron toneladas de cocaína, sino también aeronaves de Escobar y Gacha y un helicóptero insignificante para el momento, pero que años después pondría en cuestión a varios políticos del país. Y habían otras aeronaves que su identidad estaba camuflada en empresas, que eso también se da mucho, ¿no? Eso pertenece a una empresa y vaya entonces usted a dilucidar esa empresa, cuál es y quiénes son los socios de esa empresa. Eso fue el trabajo que hizo el juez de Puerto Rico. El helicóptero era un UGES 500 de matrícula colombiana HK2704X que estaba parqueado en una de las pistas de Tranquilandia. La aeronave era de propiedad de una empresa del ganadero Alberto Uribe Sierra, asesinado por las FARC 8 meses antes de este operativo. Uribe Sierra era el padre del ya reconocido político antioqueño Álvaro Uribe Vélez, quien negó desde entonces cualquier vínculo de su familia con los narcos.
Miami is one of the principal branch offices for what can be called Cocaine Inc., a huge international business run by a relatively small band of smugglers operating out of Colombia. As NBC's Brian Ross reports tonight, this cocaine cartel in many ways is as sophisticated as a Fortune 500 company. En el momento en que yo encontré el helicóptero y las aeronaves, se entregaron. Y el helicóptero, si no estoy mal, estaba en ese momento perteneciendo a una empresa donde la familia Ochoa tenía injerencias. Par exemple, l'homme qui naît au milieu de la violence peut avoir le sentiment que tuer et assassiner, ce sont des comportements normaux. Es totalmente bueno y piensa como bueno. Yo era totalmente malo, si lo quieren considerar que sigo siendo, yo pienso que los demás son malos, ¿sí me hago entender? Esa es la naturaleza de uno. Estábamos defendiendo una posición, la de Pablo Escobar. Para nosotros era un gran líder, era nuestro Dios. Si nosotros para matar a una persona que iba contra nuestro Dios teníamos que matar 1000 inocentes, no había ningún problema, no había ningún remordimiento. Yo estoy sentado hablando hoy con usted porque yo recapacité, porque uno como asesino lleva un monstruo adentro. Ya el monstruo yo lo manejo, él no me maneja a mí. 30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y 8 heridas. 2 en el cuello, una en el abdomen, otra en el tórax, una en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por shock anémico o hemorragia interna. Expresidente, se cumplen el sábado 30 años del asesinato de Guillermo Cano y quería preguntarle si usted está dispuesto a rendir testimonio en la Fiscalía por sus conexiones con Luis Carlos Molina, que la familia Guillermo Cano ha pedido eso. La vie d'un sociopathe se déroule entre des événements qui détruisent la barrière, qui l'empêchent de commettre des crimes, la morale et l'éthique. Además de ser uno de los cabecillas del cartel de Medellín, está sentenciado a 16 años de prisión por ser el autor intelectual de la muerte del doctor Guillermo Cano. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para callar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. L'élite colombienne est un vivier de sociopathes qui ne se soucient pas de détruire la société et la nature. El doctor Bisbal traía informaciones a nosotros, sugerencias, ¿no? Donde estamos desarrollando nuestra actividad agropecuaria y tenemos demasiada presencia de guerrilla, cuando las autodefensas irán a ingresar a esas regiones. Como presidente de Fedegan, Bisbal Martelo había dicho en Cartagena que el gobierno no debía declarar ilegales a los grupos de autodefensa. S'ils doivent dévaster des parcs naturels pour que leurs entreprises puissent leur verser les dividendes nécessaires, ils le font. S'ils doivent soudoyer des employés publics pour remporter des appels d'offres, ils le font. S'ils doivent payer pour un massacre afin d'obtenir un territoire et ainsi détruire une montagne entière pour y planter des palmiers à huile, ils le font. D'où vient cette sociopathie ? Quels sont les symboles qui les affectent dès l'enfance pour qu'ils deviennent de dangereux malades mentaux ? Comment ces symboles ont-ils fait violence au peuple qui commence à se rebeller contre les plus grands représentants de cette armée de meurtriers, dérangés et corrompus ? En Colombie, la partie saine de la société se défend contre le carnage physique, moral et économique qui continue d'être pratiqué à son encontre par un gouvernement dirigé par le sociopathe Álvaro Uribe Vélez. Los que dicen que quieren que Colombia vuelva a la normalidad, ojalá nunca volvamos a la normalidad. ¡Nunca!
Jusqu'où peut aller une société lorsque le gouverneur du département le plus violent du pays est un être dévastateur qui a généré des dizaines de milliers de massacres et d'assassinats sélectifs, qui a été perturbé mentalement par la haine, éduqué et financé par le narcotrafic, cet assassin que peu osent nommer et qui est devenu président grâce à la mafia. La première personne à dénoncer l'homme tarifé comme un mafieux a été le père de l'actuel président Iván Duque Márquez, lequel est soutenu par Álvaro Uribe Vélez. Vous êtes surpris ? Eh bien, ça s'est passé comme ça. En 1981, lorsque Iván Duque Escobar, le père, alors gouverneur d'Antioquia, a programmé un voyage exclusif pour informer le président de la République, Julio César Turbay, que le jeune Uribe, qui commençait alors sa carrière bureaucratique, était un des associés du cartel de Medellín et que, depuis son poste, récemment attribué en tant que directeur de l'aéronautique civile, il attribuait des licences de vol et autorisait les pistes à de nombreux avions qui allaient et venaient chargés de cocaïne. Pourquoi et pour qui l'aéronautique civile était si importante en Colombie ? Según los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos y obtenidos por el Archivo de Seguridad Nacional, la carrera política del actual senador Uribe Vélez ha estado marcada por sospechas sobre sus nexos con narcotraficantes del cartel de Medellín. Según reportes del The New York Times ayer, Uribe y otros políticos de los años 90 fueron reportados por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá repetidamente con relación a las supuestas relaciones de algunos de ellos con gente del narcotráfico. Los archivos describen que en 1993 el entonces senador liberal antioqueño Luis Guillermo Vélez dijo en la Embajada de Estados Unidos que Uribe tenía nexos familiares con los Ochoa y que su carrera política habría sido impulsada con los aportes económicos del cartel. Vélez recordó que Uribe es primo de la familia de narcotraficantes Ochoa Vázquez, muchos de quienes están en prisión en Itagüí, quienes han financiado su campaña política. Con respecto al expresidente Álvaro Uribe, ¿el aeropuerto que había en la Hacienda Nápoles era autorizado o era ilegal? Él, cuando era director de la Aerocivil, él autoriza la pista de la Hacienda Nápoles, pavimentada, se ve perfectamente desde un vuelo. El satélite americano, me imagino que para esa época la tenía fotografiada. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no me quiero extender más. Por lo que estoy aquí en la ciudad, Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. Dans les années 80, les États-Unis connaissaient l'un des plus grands essors économiques. L'économie américaine était en pleine ascension et les jeunes cadres voulaient des journées à rallonge. La cocaïne est alors devenue l'élixir qui a prolongé des fêtes américaines à n'en plus finir. Dirigé par Pablo Escobar et le clan de Los Ochoa, le cartel de Medellín, comme toute entreprise en expansion, cherchait des moyens de commercialisation de la cocaïne qui commençaient à être très demandés par les USA. À ses débuts, dans les années 70, le cartel disposait de pâtes de coca et de laboratoires pour produire la cocaïne de la meilleure qualité. Mais il n'avait pas beaucoup d'acheteurs, ni de distributeurs à l'étranger. Dans les années 80, la situation a évolué. À cette époque, ils avaient conclu des alliances internes qui avaient transformé les États-Unis en un énorme nez avide de tout sniffer. Le problème était alors de faire parvenir le produit sur le sol américain. La Colombie était le principal producteur de cocaïne dans le monde et ne disposait pas de suffisamment de pistes d'atterrissage pour faciliter la sortie du produit et l'arrivée de milliards de dollars transportés par les avions en retour.
Et une piste ou un avion sans licence, ça n'est pas très utile, car l'avion risquait d'être intercepté par les autorités. L'entité chargée de délivrer les licences pour les pistes d'atterrissage et les avions en Colombie, c'est l'aéronautique civile. Et à cette époque, le cartel avait un autre problème. Un homme honnête comme directeur, Fernando Uribe Senior, qui se consacrait à fermer les pistes et à enquêter sur les entreprises qui louaient leurs licences aux narcotrafiquants. C'est pourquoi le cartel a commandité son assassinat. Escobar et les Ochoa avaient besoin de quelqu'un en qui ils auraient une totale confiance à ce poste, car ils avaient besoin de ces licences pour faire sortir du pays toute la cocaïne qu'ils avaient accumulée. D'une balle dans le mille, le 24 février 1980, Fernando Uribe Senior est assassiné. Il est remplacé par un jeune homme de 28 ans, mince, minuscule, portant des lunettes et avec un visage de sacristain que personne ne connaissait, ni savait d'où il venait. Un bureaucrate avec une expérience aussi réduite que sa taille, qui n'avait occupé que quelques fonctions publiques qui ne lui permettaient pas de prétendre à un poste où il décidait du sort de tous les avions qui survolaient le sol du pays. Il s'appelait Álvaro Uribe Vélez. Uribe Senior a été assassiné sur ordre du cartel de Medellín pour mettre à sa place l'un de ses membres les plus importants. La mafia la plus dévastatrice et la plus cruelle de la planète était celle qui, en Colombie, contrôlait la totalité des opérations aériennes du pays. Uribe arrive à l'aéronautique civile pour remplir sa mission et ne déçoit pas ses associés. Entre les pistes et les avions, il accorde plus de 200 licences au cartel de Medellín, dont beaucoup sont attribuées à des proches et des prénoms de Pablo Escobar et du clan Ochoa. Para que el narcotráfico se convierta en la gran amenaza para el país es los aviones. El narcotráfico en Colombia, digamos que tiene un punto de partida, un punto de quiebre, que es 1978 a 1982. Il a octroyé à la sœur de Carlos Leder, l'aviateur de la mafia et directeur en chef d'une flotte d'avions du cartel, 2 licences pour les jets de luxe qui le transportaient. Il a accordé au frère de Gonzalo Rodríguez Cacha, le membre le plus sanguinaire du cartel, qui se targuait de démembrer personnellement ses victimes, 5 licences, et à son cousin 3 autres. El cartel de Medellín tenía una flota aérea al servicio del narcotráfico, contada con la complicidad de la aeronáutica civil para las licencias de los aviones. C'est au nom de Juan Gonzalo Ángel, frère du narcotrafiquant Guillo Ángel, qu'une autre licence a été attribuée. Guillo Ángel était le propriétaire dans l'ombre de l'entreprise Helicargo, elle-même propriétaire de l'hélicoptère dans lequel est mort Pedro Juan Moreno Vila, secrétaire du gouvernement d'Uribe lorsqu'il était gouverneur d'Antioquia. Un accident provoqué, d'après plusieurs journalistes, par Uribe. Berna habría dicho que el accidente en el que murió Pedro Juan Moreno no fue en realidad un accidente y que habría manos oscuras, manos criminales que habrían provocado ese accidente. Yo
estuvo en comunicación con don Bernat. Dice, Pedro Juan había sido muy cercano al entonces gobernador Uribe, quien después se peleó con Pedro Juan y ordenó la muerte de Pedro Juan. Recibo un cordial saludo sobre Pedro Juan Moreno. Lo conocí personalmente, ya que era un asiduo visitante de los campamentos de las autodefensas, concretamente de un sitio llamado 21, donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba, acción llevada a cabo por órdenes de Uribe. Many of the convictions involve paramilitaries who are participating in what's known as the justice and peace process, in which in exchange for their supposed demobilization, they'll serve only very short sentences of 5 to 8 years for all of their crimes. These convictions do little to clarify the truth, as in many cases the convicted paramilitaries simply accept responsibility for the crimes without explaining the circumstances surrounding them, who ordered them or why. L'avion de Luis Carlos Molina Yepes a été l'un de ceux qui a bénéficié d'une licence d'Uribe. Molina Yepes est précisément celui qui a payé les tueurs à gages qui ont assassiné Guillermo Cano, le directeur du journal El Espectador. Et les coïncidences continuent. Molina Yepes lui-même était également le principal actionnaire et membre du conseil d'administration de la société financière Confirmes, société dont le cousin d'Escobar, frère d'un des meilleurs amis d'Uribe et maintenant sénateur du parti pro-Uribe Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, était partenaire. La société Confirmesa se consacra au blanchiment d'argent. Selon les déclarations du tueur à gages de Pablo Escobar, Juan Jairo Velázquez, alias Popeye, Confirmesa était la société qui encaissait les chèques pour le cartel de Medellín. Et c'est précisément cette société qui nomme Álvaro Uribe Vélez à son conseil d'administration. Une nomination qu'il refuse quelque temps plus tard en exprimant dans une lettre émouvante de profonds sentiments de reconnaissance et une vieille amitié à son directeur, le narco reconnu Molina Yepes. ¿Saben qué pasaba en esa época? La coca salía por el aeropuerto del Dorado. Yo creo que Tranquilandia es el comienzo de todo y es el comienzo de la gran tragedia nacional que hemos vivido en los últimos 30 años. Días después del ataque a Tranquilandia, Lara Bonilla se reúne con su hermana en Neiva y le dice: no se puede imaginar el nivel de filtración que tienen los carteles en la política en este país. Él citó un día al coronel Ramírez. Dijo: coronel, tengo información muy seria de que hay un plan para asesinarme. Si a mí me asesinan, yo quiero que usted sepa que los responsables de ese crimen son los dueños de las avionetas y del helicóptero que incautamos en Tranquilandia. Yo también creo que a él lo mataron fue por haberse metido con esos dueños de esas aeronaves, que empezó a descubrir que eran unas líneas dadas de manera extraña, y empezó a investigar, y en esa investigación decidió incautar las naves y parar. C'est précisément Popeye qui raconte comment Uribe, le Matarife, depuis sa position de directeur de l'aéronautique, a autorisé la piste d'atterrissage à Pablo Escobar dans la mythique Hacienda Nápoles, dont le portail d'entrée a été décoré avec un des avions avec lesquels le narcotrafiquant a commencé son business prospère. La guerra sí, mata el alma y enseguece. Y usted se vuelve un consumidor de sangre total, que usted no sabe cuándo parar.
que el país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Rodrigo Lara Bonilla, le courageux ministre de la Justice, a été assassiné à Bogota le 30 avril 1984, précisément après avoir dénoncé le travail effectué par Álvaro Uribe Vélez à l'aéronautique civile por el cartel de Medellín. 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. Pablo Escobar est devenu membre du Congrès en 1982. Puis, il en a été expulsé, non pas à cause des attaques de Lara Bonilla, mais en raison de la publication d'une photo de lui dans un journal d'El Espectador, lequel avait publié 5 ans plus tôt un article sur son arrestation dans un village d'Antioquia avec 39 livres de cocaïne. C'est d'ailleurs pour cette raison que Pablo Escobar fait exploser une bombe dans le célèbre journal de la capitale le 2 septembre 1989. La rancune d'Escobar envers Lara Bonilla n'est pas le résultat de son expulsion du Sénat, mais des dénonciations faites par Lara. Dénonciations des activités d'Uribe Vélez dans l'aéronautique civile. Vivimos inundados por el mundo electrónico de información y nosotros creemos que hay gente que debe presentar sus puntos de vista porque hay lectores que les interesa esos puntos de vista. Lara Bonilla, ce courageux ministre qui est entré dans cette mer de requins un couteau entre les mâchoires, a assuré à sa sœur Cecilia qu'il allait être tué par les propriétaires de Tranquilanda. Da una idea de la dimensión del problema del narcotráfico en el país. Allí, en el Yarí, no se descubrió todo lo que hay en el Yarí ni todo lo que hay en Colombia en esa materia. Sin embargo, su magnitud es tan grande que nos permite a nosotros presentarle al país una idea aproximada de lo que significa el tráfico de estupefacientes al interior de Colombia. C'est le plus grand laboratoire de cocaïne saisi par la police dans l'histoire de la Colombie. Ceux qui ont commandité sa mort seraient plus précisément les propriétaires des avions capturés lors de l'opération exécutée sur ordre du ministre. Comme par hasard, il se trouve que le Matarife est le propriétaire d'un des hélicoptères saisis appartenant à la société de son père, l'Aerofotos Amortegui Co. Nous voyons alors les mains du marionnettiste impliqué dans les 2 homicides, les plus dévastateurs de la décennie, des années 80 en Colombie. Celui de Lara Bonilla et celui de Guillermo Cano. Car non seulement le chèque qui a payé la mort de Guillermo Cano provenait d'une entreprise directement liée au Matarife, mais le journal lui-même l'avait accusé et avait désigné Álvaro Uribe Vélez d'être dans la liste des politiciens qui avaient reçu de l'argent de la mafia. Ce n'est pas pour rien que Juan Guillermo Cano, l'un des fils du directeur du journal El Espectador assassiné, a dénoncé auprès du parquet la participation du Matarife à ce crime dévastateur qui visait à museler la conscience collective colombienne. Juan Guillermo Cano, el hijo mayor del asesinado Guillermo Cano, le pidió a la fiscalía que interrogue a Uribe para que explique su relación con quienes participaron en el asesinato del director del Espectador. Tout comme Duque, le fils a trahi les idéaux de son père en se vendant à la mafia et devenir ainsi président de la République, Rodrigo Lara Restrepo, fils du martyr assassiné, est aujourd'hui sénateur et promeut les lois qui favorisent Duque le fils. Et plus précisément, une loi qui a pour effet de contourner un procès qui mettrait Duque à 2 doigts de la prison.
El senador Rodrigo Lara explicó su propuesta de extensión retroactiva del fuero presidencial para que los exmandatarios sean juzgados por el Congreso y no por la Corte Suprema. Quiero invitar a los colombianos a que pasemos la página ya. Mire, nosotros llevamos un año aquí en el Congreso y yo creo que eso es peligroso porque pues eso podría abrir la puerta a un ejercicio permanente de judicialización de los expresidentes tan pronto terminan el poder, o de una revisión permanente de hechos del pasado. La idea del senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, beneficiaría a Álvaro Uribe Vélez. Cette histoire qui commence à peine se dirigera pourtant vers un procès. Cette histoire qui montre d'où vient ce personnage mégalomane et qui continue à faire couler des rivières de sang sur le sol colombien. Te eché tierra como una loca para ver si borraría. Mientras más tierra te echaba, más presente te ponía. Recordar y nunca olvidar. Nunca olvidar. Devant la même fenêtre où Mancuso buvait son café, située 13 étages plus haut, entouré du chahut des enfants dans la piscine de El Nogal, le clan mafieux de los Cifuentes Villa se réunissait l'après-midi avec d'importants hommes d'affaires de l'élite de Bogotá et des grands propriétaires terriens. Le Matarife lui-même a obtenu l'adhésion du clan Cifuentes au club par l'intermédiaire d'une de ses employées, Marta Medina, alors consul de Colombie aux Pays-Bas. Et comment pourrait-il en être autrement? Ce que la Colombie ignorait, c'est que les Cifuentes Villa font partie de la famille d'Álvaro Uribe Vélez. El presidente Juan Manuel Santos dio la orden de extraditar a Estados Unidos a Dolly Cifuentes, quien tuvo 2 hijos con el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Alberto, fallecido en 2001. Junto con su hija Ana María Uribe, Dolly Cifuentes es señalada por fiscales de Miami y Nueva York como la principal lavadora de dinero de Joaquín El Chapo Guzmán, el máximo capo de la cocaína en México. Silvia, contra Dolly y Ana María, familiares del expresidente, cursan procesos por narcotráfico y lavado de dólares en las cortes de Miami y Manhattan. Aunque Ana María fue capturada, no hay rastros de su paradero en el sistema carcelario. Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del expresidente Álvaro Uribe. Su padre es Jaime Alberto Uribe Vélez. La madre y la hija están requeridas en la misma investigación norteamericana. Hildebrando Cifuentes, Mario Cifuentes, Milton Cifuentes, Dolly Cifuentes, ex-femme de Jaime Alberto, petit frère de Matarife, et Ana María Uribe Cifuentes, fille de Dolly et Jaime Alberto et nièce du Matarife. Le clan Cifuentes Villa était une organisation familiale et criminelle de narcotrafiquants, associés du Chapo Guzmán et blanchisseurs de dollars du cartel de Sinaloa. C'est le clan qui a ouvert les portes de la Colombie à la mafia mexicaine. Dolly a été capturée et extradée pour blanchiment d'argent. Ana María a également été arrêtée, mais elle n'est enregistrée dans aucune prison du pays. Personne ne sait où elle est. Ana María, la nièce d'Álvaro Uribe Vélez, est l'épouse d'un des fils de Pablo Ochoa Vasco, qui était associé dans le commerce de la cocaïne de son presque homonyme Fabio Ochoa Vázquez, membre du clan Ochoa, proche et mécène de la carrière politique d'Uribe. Aunque Ana María Uribe Cifuentes, la sobrina del expresidente Álvaro Uribe, está en la llamada lista Clinton, fuentes de la Fiscalía aseguran que en su contra no existe ningún proceso pendiente.
Paradójicamente, sus empresas han sido allanadas por la DIJÍN y la última de ellas el viernes pasado. La hija del hermano menor del expresidente Uribe fue designada narcotraficante e incluida por el Departamento del Tesoro en la lista de personas y propiedades bloqueadas por sus relaciones con las empresas de alias El Chapo Guzmán, en una investigación que, según este informe, desarrollaron conjuntamente con la DEA de Estados Unidos y la DIJÍN de Colombia. El periodista Gonzalo Guillén, intentando determinar su paradero, recibió esta carta del IMPEC, en la que el instituto se refiere a ella como interna, pero asegura que en el sistema de localización de prisioneros no está registrado su nombre. Les Ochoa, ainsi que Pablo Escobar et les hauts commandements du cartel de Medellín, comme le décrit cette histoire, sont ceux qui ont élevé la Matarife au poste de président de la République. Dans les salons et les hammams du Club El Nogal, les Cifuentes Villa ont orchestré les crimes de leur organisation, qui allaient de la fraude électorale et judiciaire jusqu'à l'ouverture des routes du trafic de drogue vers l'Amérique du Nord, en passant par les multiples homicides. Mais là aussi, dans ce club social, s'est forgé le complexe réseau d'entreprises du blanchiment d'argent qui, à travers 12 entreprises, faisait des affaires pour plusieurs millions de dollars avec des entités publiques et privées. Personne ne pourrait croire que c'est le Nogal, précisément le club phare de la classe politique et des affaires colombiennes, qui servirait de porte d'entrée au trafic de drogue mexicain en Colombie. El Chapo Guzmán logró establecer una red para traficar cocaína desde Bogotá, Colombia, a territorio mexicano, utilizando la principal terminal aérea de ese país sudamericano, en vez de pistas clandestinas en la selva. L'association entre Uribe et le cartel de Sinaloa est à présent connue par la presse internationale. Nous parlerons des déclarations d'employés d'une compagnie aérienne de fret qui a transporté vers les États-Unis la cocaïne d'Uribe Vélez et du cartel Mariachi. Ce lien n'est qu'une branche de l'arbre généalogique qui relie l'ancien président Uribe au clan Ochoa. Mais pour y arriver, nous devons voir d'où vient ce clan. Decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Ana María Uribe Cifuentes, nièce de l'ancien président, est l'épouse d'un des fils de Fabio Ochoa Vasco, associé de Fabio Ochoa Vázquez, l'un des grands narcos et légendaires frères Ochoa. Fabio Ochoa Vasco est celui qui a dévoilé le soutien que le paramilitarisme a apporté à Uribe pour sa première campagne présidentielle. Il a été aussi membre du cartel de Medellín et du groupe de Pépès. Il a vécu au Mexique en 1994, nouant pendant son séjour des relations importantes avec la mafia mariachi. Pour cette raison, Salvatore Mancuso, membre honoraire du Club El Nogal, le nomme responsable des relations publiques pour l'aider à commercialiser de grandes quantités de cocaïne et à coordonner les importations d'armes dont son organisation avait besoin, spécialement des fusils AK et R-15. Il invite de surcroît à une collecte de fonds faite en faveur du gouverneur d'Antioquia de l'époque, le natalista. Allí estuve reunido en ese momento con el entonces, creo que era candidato, era gobernador. Luego, en varias ocasiones, pues estuve en los establecimientos de comercio de mi familia, de mi padre y tío. Y fui también a la finca del señor gobernador para esa época, quien me llevó allá ya siendo miembro de la autodefensa.
Ochoa Vasco assure que MONUSCO lui a également offert une place dans le programme Justice et Paix, avec la reddition volontaire des paramilitaires et en lui garantissant qu'Uribe pourrait lui offrir une place dans le programme de réinsertion, le faisant passer de simple mafieux à commandant paramilitaire. Selon Ochoa Vasco, Mancuso a également négocié le soutien économique des chefs paramilitaires avec le président Uribe. Uribe, qui a reçu 10 millions de dollars de chacun des 12 dirigeants des AUC. En échange, ces commandants ne seraient condamnés qu'à des peines de 6 à 10 ans de prison. Une condamnation qu'on n'infligerait qu'à un simple voleur, alors qu'il s'agit de milliers de morts et de tonnes de cocaïne mises dans l'immense narine de l'Amérique du Nord. En el trabajo con la Fiscalía, con la DEA, con la FARC de los Estados Unidos, en el cual se logra la captura de 11 personas colombianos en Estados Unidos e igualmente 13 personas en territorio colombiano. Esta es una red dedicada al lavado de activos, está vinculada directamente con Fabio Ochoa Vasco. Si ustedes recuerdan, Fabio Ochoa Vasco es un narcotraficante que trabajó desde la época de Pablo Escobar, trabajó con Mancuso, trabajó con Don Berna y se entregó en el mes de enero, se entregó a las autoridades americanas. Igualmente este narcotraficante estaba dedicado a trabajar con el cartel de Juárez de México. Ils ont conservé les terres, les manoirs, les appartements, les fourgonnettes, les yachts, les jets de luxe et le luxe de tous les millions de dollars qu'ils avaient gagnés en tuant et en faisant du trafic. Y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Une fois devenu président, Uribe a trahi la moitié d'entre eux. Il les a amenés à se rendre à la justice colombienne comme des moutons entrant à l'abattoir. Puis il les a vendus aux gringos. C'était soit lui, le Matarife, ce président qui était déjà fiché par la DEA comme l'un des mafieux et stratèges les plus craints du cartel de Medellín, soit eux, ses meilleurs amis, lieutenants et associés narco-paramilitaires. Yo lo que tengo es un interés de que el gobierno nacional cumpla los acuerdos y los pactos que hicimos en el proceso de negociación, porque yo no he incumplido ningún tipo de acuerdo. Uno de los acuerdos con el gobierno nacional era que en la medida que cumpliéramos con el proceso, ellos no nos extraditarían. De cet accord qui maintient aujourd'hui l'ancien président dans l'impunité, nous aurons le temps d'en parler. Le chaînon manquant est une fois de plus ce club localisé dans la Carrera 7 de Bogota, dont Marco Antonio Gil, alias El Papero, était également membre. El Papero, qui fut capturé en septembre 2013 parce qu'il faisait partie de l'organisation criminelle qui exportait la cocaïne d'Ochoa Vasco. En el año 2009 se sometió a la justicia norteamericana Fabio Enrique Ochoa Vasco. Él se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y allí entregó información que indicaba que las empresas del señor Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero, hacían parte de su organización de narcotráfico. Directement lié au clan Cifuentes Villa et à la nièce et belle-sœur d'Alvaro Uribe Vélez, membre des cartels mexicains et ancien partenaire de Mancuso. Dans les salles du club El Nogal, El Papero Gil, Dolly Cifuentes, sa fille Ana Maria Uribe Cifuentes et son mari, le fils d'Ochoa Vasco, vont tous aux États-Unis dans cette décennie. Vous pouvez voir l'ombre du Matarife, le génocidaire que la Colombie a peur de nommer, dans son palais, derrière les deux matrones de la mafia, Dolly et Ana Maria, membres du clan Cifuentes Villa, proche de Fabio Ochoa Vasco et associé du célèbre cartel de Sinaloa. Uribe reuniéndose con paramilitares, Uribe promoviendo el paramilitarismo, Uribe encubriendo sus relaciones con los paramilitares. Es decir, ¿qué hace falta para que en Colombia este señor tenga que ir ante un juez?
Lorsque le père d'Ivan Duque a frappé aux portes du palais présidentiel pour dénoncer la relation du Matarife avec la mafia, alors qu'il était directeur de l'aérocivil, il a également parlé au président d'alors du lien familial qu'Álvaro Uribe Vélez avait avec le clan des Ochoa. Fabio Ochoa, le patriarche du cartel, dans son livre intitulé « Ma vie dans le monde des chevaux », explique en détail comment le tronc de l'arbre généalogique d'Uribe Vélez était le même que celui dont provenaient les Ochoa. C'est ainsi que le vieux Fabio, qui parle du Matarife comme d'un jeune maquignon très studieux au profil présidentiel, évoque aussi sa parenté avec le clan Ochoa, venant des Vélez González, des Posada Vélez, des Vélez Vélez et bien sûr également des Uribe Vélez. Ce lien avec la famille la plus puissante du cartel de Medellín permettra à Don Alberto Uribe Sierra de s'impliquer dans le commerce de la cocaïne et de commencer une fructueuse carrière de prête-nom pour la famille Ochoa. Ce lien les fera sortir de la modeste maison du quartier de Laureles, où ils vendaient des tissus, pour devenir propriétaires de nombreux terrains, demeures, yachts, avions et hélicoptères. Bon, de ces hélicoptères, nous en reparlerons un peu plus tard. Souvenons-nous des descendants qu'Uribe Sierra a laissés derrière lui. Santiago, poursuivi pour avoir été le créateur du groupe paramilitaire Bloque Metro et pour avoir été la tête pensante du massacre del Arroz. Reafirmó en sus acusaciones en contra del presidente, de quien aseguró que siendo gobernador de Antioquia, lo condecoró por la masacre del Aro. Y se lo digo de frente, él me la dio las decoraciones, me dio la felicitación y simplemente le digo al país, esperen el video, las fotos y yo presento eso. Pero Villalba salió en libertad por razones de salud el pasado 30 de marzo y tras llevar 23 días en libertad fue asesinado. Pues es que el grupo ya no es por ellos, si ellos no patrocinan, si ellos no hablan con la población, el grupo no arranca, no inicia, entonces ¿quiénes son los responsables? Por línea de mando tienen que ser ellos. Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo, pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí. El grupo paramilitar estaba conformado en su esencia, en su parte nivel alto, eran el señor Álvaro Vázquez, que era un ganadero de la región, habían unos señores de apellido Botero que cultivaban papa, y su líder principal, que era Santiago Uribe Vélez. Jaime Alberto, époux de Dolly Cifuentes, du clan Cifuentes Villa, partenaire de Chapo Guzmán, et elle-même extradée vers les États-Unis. Père d'Anna María Uribe Cifuentes, nièce de l'ancien président Uribe, également capturé pour trafic de stupéfiants. Et Álvaro, le Matarife. Le clan Ochoa devient ainsi le parrain économique de Don Alberto et le mentor politique d'Álvaro Uribe. À partir de ce moment, le lien entre la politique et la mafia colombienne pouvait se préparer à atteindre le sommet. En el auge de las Autodefensas Unidas de Colombia, 200 paramilitares al mando de Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, llegaron hasta el corregimiento del Aro en Ituango, Antioquia, y allí, del 22 al 25 de octubre de 1997, torturaron y asesinaron a 15 campesinos y quemaron sus casas con la anuencia de miembros del ejército. Aquí el delito de fondo, ¿cuál es? Que aquí hay unos delitos de lesa humanidad. Aquí hay unas masacres, hay unas desapariciones. Aquí hay conformación de grupos de autodefensa donde él es responsable. Él lideró esos grupos. Como lo he dicho yo, el expresidente Álvaro Uribe fue nuestro referente. Fue nuestro referente desde su plataforma política e ideológica. Fue nuestro referente para nosotros avanzar en la represalia que nosotros tuvimos contra las guerrillas marxistas en Colombia. Una niña la cogieron el martes y la aporrearon, ahí están las fotografías, y un chulo de esos pisoteaba a un compañero y le partió las costillas.
No. Eso no es así. Uno es noble, pero uno es rebelde. Tenemos la posibilidad también de dividir en toda la historia. Tenemos la posibilidad de partir en dos. La historia de Colombia con un solo objetivo: unir a los colombianos. Ofrecemos algo elemental, simple y sencillo: que la vida no sea asesinada en primavera. Le Matarife est né au sein de la mafia. Elle l'a forgé, il y a grandi. Son parcours de vie est le même que celui d'un membre d'un cartel qui suit des ordres donnés par son organisation. Comme tout membre de la mafia, il a toujours été entouré de bandits et comme tout chef mafieux, il a été le plus dangereux de tous. Dans l'aéronautique civile, César Villegas, alias El Bandi, son bras droit au département national de la planification, servira non seulement de porte-parole des membres du cartel, qui veulent obtenir les autorisations pour les pistes et les avions qui transportent quotidiennement de la cocaïne, mais lui permettra aussi d'être associé à des sociétés dont il a besoin pour blanchir son argent. C'est ce que nous dit le magazine Newsweek, quand il dénonce le partenariat qu'ils avaient dans la société VC Maderas, une société qui est le point de départ de l'enquête et de la condamnation contre le bandit, pour blanchiment d'argent, enrichissement illicite et narcotrafic. C'est l'un des premiers témoins à être tombé malade d'une de ces terribles grippes au plomb qui touchent tant les ex-associés du Matarife. En 1995, la première chose qu'Uribe fait en arrivant au poste de gouverneur d'Antioquia, c'est de nommer son meilleur ami, Pedro Juan Moreno, secrétaire du gouvernement. Moreno, connu pour ses liens étroits avec des narcotrafiquants et les groupes paramilitaires en plein essor à l'époque, fait le même travail que El Bandi dans l'aérocivil. Il était également un associé des sociétés au service du narcotrafic à l'époque où il était subordonné d'Uribe. Et comme El Bandi, il est mort dans d'étranges circonstances. El general Ritualejo del Río con Pedro Juan Moreno organizaron toda una estructura para recoger dinero de los empresarios. 4 personas: Ritualejo del Río, Pedro Juan Moreno, Carlos Castaño y empresarios con el gobernador en ese entonces, Álvaro Uribe, consolidaron la propuesta que más tarde conocimos como las Convivir. Pedro Juan Moreno, en rupture ouverte avec le Matarife, a été assassiné le 24 février 2006 dans un attentat où s'était écrasé l'hélicoptère dans lequel il voyageait. Moreno avait été dénoncé par la DEA pour avoir tenté d'introduire dans le pays de grandes quantités de substances contrôlées pour la production de cocaïne, en se servant de l'entreprise GMP, Productos Químicos, et par coïncidence, il a également été témoin de plusieurs des massacres dont Uribe est accusé. Il est mort avant d'avoir pu parler. Porque le vendieron a la gente el derecho al olvido, porque le advirtieron que si recordaba era un delito. Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar, a amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por este, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. De aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida. Libertad para las lideresas y líderes que hoy están siendo judicializados en Colombia.
Alors que le Matarife a résolu le problème des licences de pistes et d'avions pour le cartel de Medellín, Uribe Vélez arrive à la mairie grâce à l'achat d'une œuvre d'art surévaluée dans une exposition destinée à collecter des fonds pour la campagne du président Belisario Betancur. Una de las personas que financió la campaña política de Belisario Betancur en el año 82 era precisamente el señor Alberto Uribe Sierra, padre del señor Álvaro Uribe Vélez, quien concretamente se sabe que en una subasta de arte en Medellín compró o subastó un cuadro horroroso, debía ser como todos los cuadros que salen en esas subastas, por una suma altísima en ese momento, que era, si no estoy mal, me perdonarán, pero no sé bien si eran 2 o 3 millones de pesos. Dar 2 o 3 millones de pesos en el año 82 por un cuadro lamentable era simplemente vincularse a esa campaña donde se manejaban muchos, pero muchos intereses del narcotráfico. Y efectivamente gana el señor Betancur. Pues sobra decir que el otro candidato, el liberal, también estaba financiado por la mafia. Eso se sabe, y se sabe quiénes eran los que daban el dinero y quiénes eran los que recibían el dinero, de manera que yo no quiero de ninguna manera atacar al señor Betancur para defender al otro candidato. No todos absolutamente están hundidos en esa tragedia. Efectivamente gana el señor Betancur y le agradece al señor Uribe Sierra, nombrando a su hijo, el señor Álvaro Uribe Vélez, como alcalde de Medellín. Il co-dirige la ville avec Pablo Escobar, son partenaire dans le cartel. Il collabore intensément avec la fondation du célèbre capo Medellín sans bidonville, et le lien du président avec le narcotrafic devient de notoriété publique. Cette relation a atteint à tel point que 3 mois plus tard, il est démis de ses fonctions par le même président qui l'avait nommé, précisément en raison d'une information des services de renseignement qui l'ont identifié lors d'une réunion de la mafia à laquelle participaient Escobar, Los Ochoa, Líder et Gacha, les seigneurs et les maîtres de la cocaïne à l'époque. À Medellín, on disait que la seule personne que le patron Pablo Escobar écoutait était ce jeune maquignon en charge de la ville. Quel pouvoir avait ce petit jeune homme pour être présent à cette réunion et s'entendre d'égal à égal avec Escobar ? Los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. Que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Le 14 juin 1983, un commando de la guérilla armé jusqu'aux dents entre dans l'hacienda Guacharacas. Quelques heures auparavant, le père du Matarife, Don Alberto Uribe, propriétaire de l'hacienda, avait atterri dans son hélicoptère avec ses 2 fils, Santiago et Maria Isabel, tandis que son fils Alvaro, qui à l'époque co-gérait la ville de Medellín avec Pablo Escobar, présidait une réunion dans son bureau à la mairie. Le capitaine Bernardo Riberos, qui pilotait l'hélicoptère, a déclaré que lorsque la guérilla est arrivée, Don Alberto a décidé d'affronter la dizaine d'hommes armés de fusils à longue portée. Une balle dans la poitrine et une autre dans la tête l'ont projeté au sol pour toujours sur la terrasse ensoleillée de la propriété. Santiago a reçu une balle qui l'a laissé plus mort que vif. Le camionneur qui l'a secouru
le conduit à un hôpital et lui sauve la vie. Il ne pouvait savoir que ce jeune homme qui saignait entre ses bras deviendrait une décennie plus tard le fondateur du sanglant bloqué Metro, des AUC, responsable de milliers d'homicides et de dizaines de massacres. Le corps de Don Alberto a été récupéré par son fils, le Matarife, dans un hélicoptère que Pablo Escobar avait mis à sa disposition avant d'être déposé dans un superbe cercueil. Le jour des funérailles, Escobar, son associé et ami, a un geste émouvant et difficile à oublier. Un avis de condoléances en première page de l'un des journaux au plus fort tirage de la ville, payé par la fondation Medellín sans bidonville. Celle-là même qu'Escobar tenait en association avec plusieurs narcotrafiquants de l'époque et avec son cousin, José Obdulio Gaviria, qui allait accompagner le Matarife tout au long de sa carrière politique. Cette mort à Guacharacas allait changer le destin de l'histoire colombienne. Lorsque le Matarife voit le visage de son père défiguré par la balle, la haine l'emporte. Un monstre venait de naître, nourri par les pouvoirs de l'État et du narcotrafic. Il allait baigner dans le sang un pays entier, semant la mort pendant plus de 40 ans. Des morts que la Colombie ne cesse de produire et qui chaque jour continuent de peupler les cimetières. Ceux pour qui aujourd'hui le peuple proteste dans les manifestations, fatigués de tant de massacres de leaders sociaux, d'indigènes, de journalistes, les mêmes manifestations dans lesquelles le pays, très las, ose aujourd'hui traiter Uribe de paraco, de paramilitaire. Cuando esto estalla ahí en Soacha y nos seguimos empezando a visibilizar en varios momentos, haciendo plantones, haciendo conversatorios en las universidades, trabajos que hemos ido visibilizando para que esto no quede en el olvido y que pues sentimos como de alguna manera esta responsabilidad de dar la lucha, no solamente por Soacha y Bogotá, sino por todas las madres que vivieron este dolor en Colombia.